Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. Vous étiez destiné à la médecine, vous êtes devenu un malade du théâtre, vous n'avez jamais cessé de passer du classique au contemporain, de Musset à Amanda Lear. Vous êtes un cas d'école, et pas seulement parce que vous en dirigez une à Paris. Bonjour Raymond Acquaviva. Bonjour Jacques Pessis. Alors c'est vrai que j'ai résumé votre parcours, comédien, metteur en scène, directeur d'école. Et ce parcours, pour l'instant, il y a au Théâtre Libre, il y a eu Amanda Lear dans une pièce, L'argent de la vieille, qu'on va évoquer. En même temps, un Cyrano de Bergerac juste à côté qu'on va évoquer. Et puis votre parcours qui est étonnant. Et on va l'évoquer à travers des dates clés. Et la première que j'ai trouvée, Raymond Acquaviva, c'est le 31 décembre 1974. C'est votre première télé. Écoutez. Es-tu mon fidèle serviteur? Les Caprices de Marianne, une soirée Alfred de Musset, et vous jouez Tibia, je crois. Oh là, c'était au Français ça. Oui, c'était au Français. Et c'est votre première télé. Mise en scène de Cochet. Oui, exactement. Oui. Et c'est une soirée présentée par les comédiens français à la télévision avec l'ORTF. Oui, mais c'est formidable. Et c'est vrai que cette pièce de Musset, Les Caprices de Marianne, c'était un classique qui a été d'ailleurs retransformé par la Comédie Française. Oui. Alors là, vous évoquez des souvenirs, mais alors, lointains. Oui, je jouais Tibia en plus là-dedans. C'était vraiment un rôle de composition, parce que je me souviens que je m'étais mis un sparadrap transparent au bout du nez pour me tirer le nez vers le haut, ce qui faisait ressortir deux espèces de trous de narines absolument abominables, et ça donnait à Tibia un côté, comment je pourrais dire, assez monstrueux, vraiment le valet de Claudio. Et c'était Quasimodo, quasiment. Donc, je m'étais beaucoup amusé à faire ça. Et voilà, j'avais joué ce rôle-là avec Cochet. Et c'était... je pense qu'il avait fait quand même en costume... en costume d'époque. Ah oui, c'était en costume d'époque. Exactement. Et il y avait... Je crois qu'il y avait Claude Giraud qui jouait dedans, Octave, il me semble. Oui. Alors, ici, il se trouve que depuis un an, vous êtes justement à la Comédie Française, un an avant cette pièce, et vous n'avez pas débuté avec n'importe qui, puisque vous avez commencé avec Isabelle Adjani au théâtre. Oui. Et ça, c'est un événement marquant, parce que j'ai joué l'École des femmes avec elle. Elle était Agnès, j'étais Horace de l'École des femmes, et tous les deux, nous sommes rentrés au Français, pour jouer ça le 1er avril, quel poisson, 73, je crois. Oui, et ce qui était original, c'est que tous les deux, nous n'avions pas fait le Conservatoire national. Et ça n'était jamais arrivé. En fait, le Conservatoire national fournissait tous les premiers prix de conservatoire, rentraient, c'était la voie royale, etc. Et cette année-là, Jean-Paul Roussillon montait donc l'École des femmes. Gérard Lartigot venait de donner sa démission du Français. Il cherchait un Horace par Mons et par Vaux. Et je me souviens très très bien que Jean-Paul Roussillon, quelqu'un m'appelle un samedi matin ou un dimanche matin. Bonjour, monsieur Acquaviva, c'est Jean-Paul Roussillon, là, pareil. Voilà, je voulais savoir si vous étiez intéressé pour rentrer à la Comédie Française. Et moi, je réponds, écoutez, monsieur, c'est dimanche, il est 10h du matin, je dors, merci, et je raccroche. Voilà. La vie est incroyable quand même. La vie est incroyable. Alors évidemment, il rappelle à toute vitesse. Il dit non, mais c'est Jean-Paul Roussillon, c'est très sérieux, etc. Alors je prends, dis-je, et je prends mon calepin qui est complètement vide, et il me dit quand est-ce que vous pouvez venir? Je vais leur attendez, lundi non, mardi, mercredi, jeudi après-midi. Un culot monstrueux en fait. Et il me dit bon très bien, jeudi après-midi et me voilà débarquant au Français jeudi après-midi pour répéter avec lui dans sa loge. J'ignorais que c'était un casting, en fait. On était 3, Bernard Giraudot, mais je l'ai su qu'après, Gérard Giroudon et moi. Voilà. Donc, et vous avez été choisi. J'ai été choisi, oui, vraiment, j'ai été choisi par l'administrateur, parce que Jean-Paul nous avait donné rendez-vous à la salle Escande, en bas, et l'administrateur était là. Et donc, vous savez que toutes les scènes, quasiment toutes les scènes de Horace sont avec Arnolphe. Donc, Pierre Dux qui jouait le rôle. Et donc, je me retrouve avec Pierre Dux, moi jeune, comme ça,
un peu impertinent, je dirais, et on attend Jean-Paul Roussillon, et Jean-Paul Roussillon ne vient pas, et Dux fait, mais enfin c'est incroyable, comment ça se fait qu'il n'est pas là. Au bout d'un moment, je lui dis, écoutez, monsieur, on va pas rester là comme de glands, on n'a qu'à se dire le texte. Hein. Je prends mon siège, je le retourne, je me mets, et je dis, c'est vous qui commencez, allez-y. Et je pense que c'est ça qui m'a fait engager à la Comédie Française, parce que c'était l'impertinence d'Horace, en fait, par rapport à Arnolphe, et c'est comme ça que j'ai été engagé. Et vous avez passé 13 ans à jouer quelquefois 3 pièces par jour. Absolument. Oh là, vous êtes bien renseigné. Alors là, oui, il y a c'est une école formidable, hein, le français, pour des acteurs, parce que vous n'avez pas le temps de vous poser trop de questions. En fait, je jouais à 14h30 Cléante de Lavar, puis je partais à toute vitesse pour jouer à 18h au Petit Odéon, une pièce qui s'appelait, je me souviens, Ainsi Paris, Solange ou ailleurs. Alors là, il ne faut pas me demander ce que c'était, je m'en souviens même plus. Enfin, je pense que je ne savais même pas ce que je jouais, tellement c'était un peu contemporain. C'était avec Michel Aumont et Catherine Salvia. Et je repartais après au Français pour jouer le Malade imaginaire ou je ne sais plus quoi. Et je me souviens, à chaque fois que j'arrivais, je demandais au souffleur, plutôt au responsable du plateau, ça commence comment? Ça commence comment? Parce que j'arrêtais pas de dire des textes toute la journée. Alors, le théâtre chez vous, Raymond Acoliva, ça a démarré en classe de première au lycée à Marseille, lorsque vous avez monté un spectacle. Mais c'est pas... Mais oui, il a eu tout ça, c'est hallucinant, cet homme. Mais oui, effectivement... C'était l'anglais tel qu'on le parle. Mais oui, oh là là, mais c'est pas possible, vous êtes inspecteur, c'est pas vrai. Oui, l'anglais tel qu'on le parle, absolument. Et j'étais pensionnaire au lycée Nord à Marseille. J'étais très bon en français. Et puis, bon, c'était un peu l'ennui, quoi, le pensionnat. Et donc, j'ai créé une espèce de troupe de théâtre. Enfin. Et donc, j'ai joué l'anglais tel qu'on le parle. Et là aussi, c'est un mystère total. Évidemment, je me suis attribué le premier rôle de l'anglais tel qu'on le parle. Et j'avais tout appris phonétiquement parce que j'étais nul en anglais. Bon, en français, mais nul en anglais. Et c'est un prof d'anglais qui s'appelait Monsieur Chiclet. Oh, putain. Qui est venu me voir après le spectacle, qui n'était pas mon prof, et qui me dit, mais vous avez fait des études à Cambridge? Je fais, non. Vous avez un anglais absolument parfait, hein, mais il faut faire le conservatoire. Première fois j'entendais le mot conservatoire. Donc je me dis, ben voilà, faisons le conservatoire, et je me suis inscrit au conservatoire de Marseille, en même temps que mes études de médecine d'ailleurs. Voilà, il se trouve que cette pièce, l'anglais tel qu'on le parle, est Tristan Bernard, et qui l'a montée à la télévision, c'est Pierre Dux, et Jacques Charon, et ensuite Jean Poiret et Michel Serrault avec Petula Clark. Mais c'est pas vrai. Si. Vous voyez comme le destin est lié à Pierre Dux. C'est incroyable. Alors, finalement, vous deviez faire médecine, et puis vous choisissez finalement d'entrer chez Jean Périmoni à Paris, un cours aussi. Oui. Et ça, c'était parce qu'au Conservatoire de Marseille, il y avait une jeune femme, une jeune actrice, en fait, qui était montée à Paris, et, comme on dit, à Marseille, elle était montée à Paris, et elle avait fait le cours Périmoni. Donc, elle était revenue au Conservatoire, nous en parler, oui, c'était bien, etc. Donc, en arrivant en Marseille, moi, jeune provincial, je me suis dit, je vais aller au cours Périmoni. Et bien m'en a pris, parce que alors là, j'ai vraiment adoré travailler avec ce maître-là. Vraiment, c'était un maître formidable. Voilà. Et vous avez appris votre métier, en même temps, vous avez fait quelques connaissances. André Dussolier, Béatrice Agenin et quelques autres. Oui, voilà, Raymond Acoliva. On ne peut rien cacher à Jacques Pessis, c'est extraordinaire. Oui, j'étais en même temps que Catherine Lachins, André Dussolier, Béatrice Agenin, Bernadette Le Sachet, enfin c'était toute la même époque. Et là, il y a eu une chose aussi qui m'a beaucoup marqué. Mais peut-être que vous le savez déjà, puisque vous savez tout. Mais on a tous présenté le conservatoire. Ouais. Et le seul qui a été recalé de toute l'équipe du conservatoire, c'est moi. Comment ça se fait? Ça, je ne saurais pas le dire. J'ai passé les 2 premiers tours, je me suis fait recaler au 3e. Je ne me cherche aucune excuse, même si j'étais malade, mais c'est pas ça le propos. Je pense que c'est le destin. Il ne fallait pas que je rentre au conservatoire, en fait. Et je vous assure, c'est pour ça que je dis toujours à mes élèves maintenant, vous rentrez au conservatoire, c'est très bien, tant mieux pour vous. Vous ne rentrez pas au conservatoire, c'est très bien, tant pis pour eux. Il faut pas mettre le conservatoire comme quelque chose d'obligatoire pour faire ce métier. Non, c'est une école, une très bonne école, mais une école, c'est tout. Point.
Et là, j'étais vraiment... Mon échec au conservatoire, je l'apporte encore. C'est incroyable. Oui, mais en même temps, vous avez fait d'autres choses. Vous avez fait quelques petits rôles au Vieux Colombier et autres. Et surtout la Comédie Française. Vous avez quand même appris votre métier avec Jean-Louis Barrault, Jean-Pierre Miquel et même Zeffirelli. Et Zeffirelli, absolument. Dans les Lorenzaccio. Absolument. Dans Lorenzaccio. Zeffirelli avec avec Claude Rich d'abord, et puis Francis Huster qui a repris le rôle après. Là aussi, c'est quelque chose... Je jouais Tebaldeo. Oui. Oh, il faut que je raconte l'histoire parce que celle-là, elle est incroyable. Mais elle est incroyable par rapport à Francis aussi. Francis, c'est un acteur qui joue tout. Alors, il y a des moments où il était extraordinaire, dans Lorenzaccio, par exemple, monté par Zeffirelli. Il était absolument formidable. Mais c'est un acteur inattendu. Vous l'attendez à la cour, il arrive au jardin. En fait, vous l'attendez à droite, il arrive à gauche, quoi. Donc... Et puis, un jour, il vous dit quelque chose d'une manière très péremptoire, comme ça, dans le rôle, donc vous êtes obligé de répondre. Et puis, un autre jour, c'est complètement gentil. Enfin bon, bref. Moi, j'adore ça, hein, parce que vous êtes obligé d'improviser avec. Et le jour extraordinaire, c'est le jour de l'Eurovision en direct. Dans l'Eurovision en direct, je le vois à la fin de la scène de Tebaldeo venir vers moi. Il vient de me dire... Viens chez moi, je te ferai peindre la Mazafira toute nue. Il vient vers moi, il me prend à l'arrière de la tête et il m'embrasse sur la bouche, mais d'une manière absolument incroyable. Et après, le réalisateur fait gros plan sur moi, parce que c'était pas prévu du tout, ça, pas prévu du tout. Il a attendu le jour de l'Eurovision pour le faire. Jamais je n'ai été aussi vrai de ma vie. Mon visage après est extraordinaire, et je me souviens lui avoir dit en sortant, Francis, maintenant, tous les jours, hein, parce que c'est génial ce que tu viens de faire, et c'est vrai, c'était génial, parce que Tebaldeo, c'est la pureté, et Lorenzo, c'était la pureté, il est devenu ce qu'il est devenu, et il pouvait pas supporter cette pureté-là, il m'embrasse sur la bouche. Il faut le faire quand même, oui. Ça. Une autre date importante pour vous dans votre carrière, c'est le 1er juillet 1984. À tout de suite sur Sud Radio avec Raymond Acquaviva. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Raymond Acquaviva, comédien, metteur en scène. En ce moment, vous avez mis en scène Amanda Lear dans L'Argent de la Vieille au Théâtre Libre et un Cyrano assez particulier qu'on va évoquer tout à l'heure, toujours au Théâtre Libre dans la petite salle, la Comédie Libre. Et il y a une date qui a marqué votre carrière, c'est le 1er juillet 1984. Si je vous parle d'une pièce de Goldoni au Théâtre du Balcon à Avignon, c'est votre première mise en scène, Le Café. Oh mon Dieu, c'était... Ah ben, j'aurais dû penser juillet, j'aurais dû penser Avignon, mais ah oui, effectivement. Et le Théâtre du Balcon venait d'ouvrir ses portes un an plus tôt. Absolument, et vous devenez metteur en scène pour la première fois. Voilà, c'est ma première mise en scène. C'est ma première mise en scène, vraiment. Vraiment. Et donc, je monte ça. Alors là, c'était extraordinaire quand même, parce que c'était l'illustre théâtre. Hein. Là, c'était Molière. On était des jeunes là-dedans. On montait les décors. On avait fait peindre les décors. On avait mis des tréteaux, des tours pour les éclairages. Enfin bon, c'était un truc incroyable. Je crois même que jamais je n'ai été aussi fatigué de ma vie que ce festival d'Avignon-là. Jamais. Jamais. Et mais ça a marché parce que c'était le festival Off. Absolument. Et vous avez remporté un prix grâce au comédien Laurent Montel. Absolument, absolument. Comment il sait tout ça? Non mais, mais surtout... Il y avait Laurent Montel et Cécile Brune, qui est devenue sociétaire de la Comédie Française. Voilà. Après. Et à cette époque-là, si vous êtes devenu metteur en scène, ce que vous n'imaginiez pas, c'est parce que François Florent, un autre professeur, vous l'a suggéré. Oui. Raymond Acquaviva. Oui, absolument. Et d'ailleurs, après ça... En fait, alors 84, vous me dites 84. Oui, hein. Oui, j'étais déjà rentré chez Florent, puisque je suis rentré en 82. Et Florent, alors je ne sais pas s'il faut que je vous le dise maintenant, parce que vous allez peut-être le mettre dans votre rubrique professeur, mais Florent était venu me chercher à la Comédie Française pour que j'enseigne. Et là aussi, encore, le mystère de la vie. C'est ça, la vie est géniale. C'est là que je ne savais pas qui était Florent, moi. Et je vois ce monsieur qui me dit, oui, je suis François Florent, est-ce que vous pouvez venir être professeur dans mon école? Et je m'entends encore maintenant dire, ben oui, d'accord, pourquoi pas. Et à la rentrée de septembre, je me vois marchant sur le pont de l'île Saint-Louis, comme ça, en disant,
mais tu es un grand malade. Mais qu'est-ce que tu as jamais été professeur? Mais qu'est-ce que tu vas leur dire? Jusqu'en rentrant dans la salle où il y avait tous les élèves qui m'attendaient là comme ça. Et je me suis assis sans savoir ce que j'allais dire. Et je leur dis, on va faire connaissance. Vous allez aller sur le plateau les uns après les autres. Vous allez vous présenter, me dire ce que vous aimez, etc. Et c'est comme ça que j'ai commencé mon premier cours chez Florent. Et effectivement, c'est lui qui m'a après dit de faire de la mise en scène, et ce que j'ai fait d'ailleurs aussi avec des élèves de l'école plus tard au théâtre Pierre Cardin. Voilà, on va en reparler plus tout à l'heure. Voilà, mais surtout, je reviens à cette époque-là parce que vous décidez de quitter la Comédie Française et d'un jour à l'autre, vous comprenez, Raymond Acquaviva, que vous allez quitter votre zone de confort. Absolument. Et ça, c'est pas simple. Ça, c'est vrai. Parce que c'est vrai que c'est une zone de confort turbulente, on va dire quand même. Il y a beaucoup de turbulences à la Comédie Française, selon qui vous êtes, ce que vous faites, etc. Mais c'est une maison où on apprend vraiment son métier, et où j'ai lié des relations qui durent toujours. Avec Catherine Salvin, on est toujours hyper copains, etc. Donc, j'ai bien appris mon métier. Mais c'est vrai que je suis parti de la maison, et la première chose... Alors ça, c'était... Je ne sais pas si c'est la première ou la deuxième, vous allez me le dire. Il y a deux choses qui se sont passées l'une après l'autre. Je crois que la première, c'était de jouer avec Laurent Terzieff. Exactement. Je pense que c'est ça. C'est ça. Et vous avez joué une pièce qui s'appelle Guérison américaine. On va entendre la voix de Laurent Terzieff, justement. J'étais un garçon très introverti, et peut-être que le théâtre m'a guéri de mon introversion. C'est un grand comédien, mais d'une précision machiavélique. Mais c'est extraordinaire. Les répétitions étaient pour moi d'un enseignement incroyable. Parce que Laurent, quand on le voit sur le plateau, on a l'impression qu'il invente son texte. Parce que il a des hésitations, il reprend un mot, il redit, etc. C'est extraordinaire, on dirait qu'il invente au fur et à mesure. Mais non, c'est un artisan incroyable du théâtre. Tout est préparé, tout était fait. Mais c'est ça ce métier, en fait, c'est de l'art, et c'est de l'art, c'était du grand art. Voilà. Et Laurent Terzieff était quelqu'un de très introverti, un peu trop méconnu, à tel point que j'ai rencontré sa famille, qui n'arrive pas à faire éditer aujourd'hui des livres de Laurent Terzieff. Ça n'intéresse plus personne. Mais qu'est-ce que vous me racontez? Ah oui, je vous garantis. Hélas, les éditeurs disent, Laurent Terzieff, on a oublié qui c'est. Mais ça va pas la tête ou quoi? Eh oui. Mais enfin, c'est un de nos plus grands acteurs. Enfin, c'est incroyable. Oui, mais c'est clair. Enfin, c'est comme ça. Bon. Alors, il y a la seconde pièce, à mon avis, dans laquelle vous avez aussi accompli un miracle qui mériterait d'entrer dans le livre des records, à mon avis. C'est les Maxibules, où vous avez joué 28 rôles en même temps, Raymond Acquaviva. Oui, ça aussi, c'était assez... C'était en 90, ça? Non, peut-être parfois, je ne sais plus. Oui. Mais ça, c'était Gérard Savoisien qui était metteur en scène de cette entreprise-là, folle. Une entreprise folle. 5 ou 6 acteurs sur le plateau, un décor qui venait de chez Ikea, avec un bureau de chez Ikea, un fauteuil de chez Ikea, un écran derrière, blanc qui faisait cyclo, une guérite, à droite, à court, une guérite, et puis des acteurs, et moi, qui jouais border, en habit de soldat de l'époque 1870. Pantalon Garance, chapeau bleu, etc. Bref. Et je disais à Gérard, mais tu veux pas que je me mette en noir parce que je joue tous ces personnages? Non, Marcel Aimé, il tient, etc. Eh bien, ça, c'est magnifique, parce que c'est vraiment le théâtre. Ça a été un gros succès. Et c'est vrai que je jouais 28 personnages. Enfin, je ne sais même plus combien, parce que... Mais je jouais la vieille comtesse, la vieille baronne fanfolle, là, comme ça, etc. La secrétaire nymphomane avec le chien, je faisais le chien et la secrétaire. Enfin bon, bref, c'était un vrai plaisir d'acteur et un vrai plaisir du public, mais à tel point que c'était complètement... Moi, je n'y croyais pas au début, avant que ça commence. Parce que quand j'ouvrais le rideau, je me souviens que je tournais une manivelle. Il n'y en avait pas, évidemment. Il n'y avait pas d'accessoire zéro. Donc je faisais comme ça, et le rideau de fer se levait, et les gens tombaient sur ce décor improbable en se disant, mais c'était plein, hein, qu'est-ce qu'on est venu voir? Pourquoi on nous a dit de venir voir ça, quoi? Et au fur et à mesure, paf, ça partait, c'était génial, quoi.
Alors, ce qui est étonnant avec vous, Raymond Acquaviva, c'est que vous avez aussi bien joué Feydeau que Nathalie Serrault que Julien Vartet. Car Julien Vartet était un personnage hors norme, qui avait fait fortune dans les huiles labos, qui s'est payé un théâtre, le théâtre, je crois, Édouard VII. Absolument. Et qui a monté ses pièces. Il y avait deux théâtres. Oui. Les Mathurins aussi. Voilà, c'est ça. Et donc, il montait ses pièces. Oui. Alors, comme j'ai joué justement les Maxibules chez lui, il a vu le comédien, il me dit, est-ce que vous seriez intéressé de monter une pièce Alors j'ai dit, non, pas encore, mais il a demandé à Gérard Savoisien de monter une de ses pièces qui s'appelait Décibel, dans laquelle je jouais Décibel. Bon, alors, c'était comment je dirais, ça n'était pas Anouilh. Oui. Voilà. C'était un grand copain d'Anouilh, mais il me racontait lui-même que Anouilh regardait ses pièces, il faisait « Oui, d'accord, oui, ça c'est bien dans le sac. » Il déchirait les pages au fur et à mesure. Et il me disait « Oh là là, c'était difficile pour moi, etc. » Mais c'était sa passion d'écrire des pièces. Alors, elles étaient moins bien ni moins mal que d'autres. Elles étaient jouables. On les a jouées. J'en ai monté 2. Oui. 2. Et voilà. Mais c'était là l'époque où je comment je dirais, j'étais comme une sorte de, après les Maxibules, une sorte de star, on va dire, mais rien ne m'était proposé. C'est Julien Vartet qui est venu me proposer quelque chose. Donc j'ai dit, pourquoi pas, je vais essayer de faire quelque chose, même si c'est quelque chose d'un petit peu... Mais c'était bien, moi je ne regrette pas avoir fait ça, parce que le public était là et c'était bien. Voilà. Et il y a d'autres choses étonnantes que vous avez également réalisées, on les évoque à travers une autre date, le 23 décembre 2015. A tout de suite sur Sud Radio avec Raymond Acquaviva. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Raymond Acquaviva. Nous parlerons tout à l'heure de L'Argent de la Vieille avec Amanda Lear que vous avez mis en scène au Théâtre Libre et d'un Cyrano très particulier. Mais je reviens au 23 décembre 2015, une soirée théâtre à la télé. Au bout de la 2e minute, les premiers rires commencent. L'hôtel du libre-échange, Olivier Mine explique comment est née cette soirée de télévision avec tous les animateurs. Et qui fait la mise en scène, c'est Raymond Acquaviva. Oui. Alors, ça, c'est un de mes plus beaux souvenirs, on va dire. Vraiment. Pourquoi ? D'abord, je montais un Feydeau, j'étais ravi de le faire, etc. Et j'avais tous les animateurs de la scène, de la chaîne, des chaînes d'ailleurs. Et pourquoi c'était un merveilleux souvenir ? Parce que, vous savez, quand vous vous adressez à des gens qui ne sont pas, en principe, des acteurs, ils écoutent ce que vous dites. Et ils vont dans le sens que vous dites. C'est plus compliqué quand vous vous adressez à des acteurs, qui sont des acteurs, mais qui ont leur grain de sel à mettre sur les choses que vous leur demandez. Et là, c'était un plaisir de jeu, de rire. On a ri. D'ailleurs, il y a un teaser de ce montage-là qui est absolument formidable et que je recommande à tous les élèves et metteurs en scène parce que c'est formidable de regarder ce teaser. Oui, je me souviens. Il y avait Thierry Beccaro qui, lui, avait déjà fait la comédie. Oui, Virginie Guillaume et Bruno Guillon qui n'avaient jamais fait de théâtre. Comment on fait pour leur apprendre à faire du théâtre ? Mais c'est le contact. En fait, tout le monde peut faire du théâtre à partir du moment où vous avez un directeur d'acteurs qui vous dit pourquoi jouer les choses et comment les jouer. Et Bruno Guillon, mais c'est un acteur prodigieux. Mais vraiment, formidable. J'adorerais. J'arrête pas de lui proposer des pièces, mais il fait tellement de choses qu'il n'a jamais le temps. Il me dit « Oh, je voudrais Raymond, mais je peux pas, etc. » Bon, bref. Et c'est vrai qu'aucun n'en avait fait. Et à part Beccaro, c'était le seul qui avait fait du théâtre. Et ils étaient vraiment très, très, très crédibles et très bien et très vrais et très justes. Grand souvenir, vraiment. Alors, Feydeau, effectivement, quand il écrivait ses pièces, je ne sais pas si vous le savez, il marchait à haute voix et quand il ne riait pas, il coupait la scène. Absolument. Et là, ce qui comptait, c'était le rythme aussi, parce que à la télévision, il n'y a pas une seconde à perdre. Absolument, il n'y a pas. Non seulement à la télévision, il n'y a pas une seconde à perdre, mais chez Feydeau non plus. Et en fait, le rythme fait partie intégrante des pièces de Feydeau. Et moi, je suis tout le temps un peu comme ça quand je vois des pièces de Feydeau qu'on veut mettre comme si c'était du Zola sur scène, mais enfin, ça n'a rien à voir. Feydeau avait des problèmes avec sa femme,
de problèmes de disputes tout le temps. Il se disputait tout le temps avec sa femme, mais il s'aimait, mais il se disputait tout le temps. Voilà. Et c'est exactement ce qu'on voit dans toutes les pièces de Feydeau. Les couples n'arrêtent pas de se disputer et s'adorent. Et c'est ces disputes-là qui créent vraiment pour le public, qui sont la joie du public, quoi. Et la pièce de Feydeau, justement, a été diffusée par France 5 pendant le confinement. Ça a fait une respiration que les téléspectateurs ont remarqué. Ah, ça, écoutez, alors ça, elle a été... C'était celle de la Comédie Française, que je crois qu'elle a été tournée pour la Comédie Française, qu'elle est entrée au répertoire de la Comédie Française en 2017. Ah oui, c'est ça. Donc c'est celle de la Comédie Française qu'ils ont diffusée pendant le confinement. Oui, parce ils avaient pendant le confinement, on pouvait choisir ses pièces de théâtre. Là, ils avaient comme une chaîne, je ne sais plus quoi, où on choisissait les pièces de théâtre qu'on voulait voir. Alors, il se trouve qu'il y a le théâtre privé, le théâtre public, et vous faites partie de ceux, Raymond Acquaviva, qui ne voient aucune différence entre les deux. Merci, Jacques. Merci de cette question, parce que figurez-vous qu'un jour, on me pose une question, comme ça, lors d'une interview après Panique au ministère. On me dit, alors Raymond Acquaviva, j'ai bien lu votre curriculum vitae, mais comment ça se fait qu'ayant été toutes ces années à la Comédie Française, vous montez une pièce de boulevard? J'ai dit, mais votre question n'a pas de sens. Est-ce que la pièce vous a déplu? Ah non, c'est une très bonne pièce. Eh ben, j'ai dit, vous avez votre réponse. Je veux dire, il n'y a pas de pièce pour la Comédie Française ou pour le boulevard ou pour le théâtre privé. Il y a des bonnes pièces ou des mauvaises pièces. Et aux Français aussi, il y a des mauvaises pièces qui ne sont pas montées ou qui sont montées et qu'on enlève très vite. Donc non, il n'y a que le théâtre qui compte. Et il n'y a pas cette dichotomie qui est très insupportable. Et d'ailleurs, je vous en parlerai si on parle de Ibsen, que j'ai monté aussi. Qu'est-ce que j'ai monté d'Ibsen? J'ai monté une pièce de Ibsen qui s'appelle Hedda Gabler. Parlons-en tout de suite, justement. Ah bah alors voilà, on va en parler. C'est vrai que j'ai monté Hedda Gabler au Petit Théâtre de Paris. C'est ça, oui. Avec Amira Kazar, qui jouait le rôle de Hedda Gabler. Et je ne peux pas dire que ça a été un succès, Hedda Gabler. Pourtant, c'était très bien, sauf qu'il y a cette dichotomie qui fait que les gens, le public, les spectateurs du théâtre public vont rarement au théâtre privé et les spectateurs du théâtre privé vont rarement au théâtre public. Et si vous mettez une pièce qui fait partie du domaine du théâtre public et que vous la ramenez au privé, ni l'un ni l'autre ne vont venir, quoi, puisque c'est une pièce, voilà, alors qu'elle était vraiment très bien, vraiment, c'était vraiment formidable. Mais je pense que c'est terrible, c'est très français, ça, c'est très français. En France, nous sommes le pays, non pas de l'inclusion, mais, et Nathalie Sarraute le dit tellement bien dans sa pièce Pour un oui ou pour un non, c'est que tu es ça ou ça. Mais tu n'es pas ça et ça. Et ça part de l'enseignement. Vous faites ou du théâtre, ou de la danse, ou du chant, et il m'est arrivé cette histoire quand j'étais, je ne sais pas si je bouleverse votre plan, mais quand j'étais professeur au conservatoire du Centre, je suis resté 3 ans, je crois, au conservatoire supérieur de la ville de Paris, je disais, mais madame la directrice, vous avez des danseurs, là. Là, vous avez des chanteurs, et là, vous avez des comédiens. Comment ça se fait qu'il n'y a pas de passerelle entre les classes? Ah non, monsieur Acquaviva, les chanteurs chantent, les danseurs dansent et les acteurs jouent. Qu'est-ce que vous voulez que je vous réponde à ça? Rien. La bêtise, c'est la bêtise. Hein. Voilà. Alors, il se trouve justement que l'enseignement, c'est venu avec François Florent par hasard, mais que vous avez continué avec ce conservatoire, et un jour, Raymond Acquaviva, vous avez dit, faut que je crée une école pour justement qu'on puisse toucher à tous les genres. Vrai, ça a commencé par François Florent, ça s'est très très bien passé, on s'entendait très bien, j'ai monté des pièces avec lui, j'ai fait rentrer un nombre d'élèves au conservatoire absolument invraisemblable, mais après, on est venu, le conservatoire supérieur de la ville de Paris, Claude Giraud, pour ne pas le nommer, puisqu'il était directeur, est venu me débaucher de chez François Florent, qui le pauvre n'est... Voilà, on s'est reparlé beaucoup après, on s'aimait beaucoup, et donc il n'y avait pas eu de problème. Mais c'est vrai que j'ai été professeur au conservatoire du Centre. Et je continuais à faire rentrer des élèves au conservatoire national. Je parle du national, là.
Et d'un coup, je me suis dit, mais enfin Raymond, crée ton école, parce que le nombre d'élèves qui rentrent au conservatoire est quand même énorme. Et donc, il y en avait 10 de ma classe qui rentraient sur les 20 qui faisaient la promotion. Quasiment tous les ans, hein. Donc ça faisait quand même beaucoup. Et donc du coup, j'ai créé mon école. J'ai racheté ce théâtre à Guy Chelet, qui en était le propriétaire, enfin du fonds. Le Céden Théâtre. Ça s'appelait le Céden Théâtre, absolument. Je l'ai racheté, j'ai créé mon école là, dans ce théâtre-là. Et cette école a marché vraiment très bien. Elle a 23 ans maintenant. Et elle marche toujours de mieux en mieux. Et maintenant, j'ai vendu ce théâtre en 2012 à Arthur Junot, qui en a fait le théâtre des Béliers, mais l'école est toujours à l'intérieur du théâtre. Oui, parce que cette école, d'abord, il y a des salles de répétition et vous touchez à tous les genres, le répertoire classique, contemporain, absolument, et la comédie musicale, et la danse. Et la comédie musicale aussi, et la comédie musicale, et on monte des comédies musicales, hein, et elles sont ouf. J'ai regardé, l'année dernière, ils ont joué Frankenstein Junior. Non, mais c'était incroyable, c'était magnifique. Bon, ils jouent ça une fois, donc, ou deux fois, quoi, ça n'a pas de... Mais voilà, c'est l'école. Alors, ça veut dire aussi qu'il y a plusieurs années, on rentre chez vous, on rentre pas, il y a un examen d'entrée, oui. Il y a des examens de sortie, c'est un travail continu pendant plusieurs années, c'est un travail très difficile. Oui, alors, c'est surtout ce qu'il faut inculquer aux élèves, que ça n'est pas si facile que ça de devenir un acteur, et ils pensent que la difficulté de l'actorat, c'est d'apprendre le texte. Alors, une fois qu'ils savent le texte, ils sont acteurs. Mais non, je veux dire que la difficulté de l'actorat, ça n'est pas l'apprentissage du texte. Évidemment, ça en fait partie. Mais c'est surtout de ressortir ce que nous avons en nous pour les donner aux personnages, aux différents personnages que nous interprétons, pour pouvoir convaincre. C'est aussi important que si vous étiez avocat de cour d'assises. Si vous ne convainquez pas votre jury, le condamné aura la tête tranchée, comme dirait Fernandel. Mais c'est exactement ça. Donc c'est ça qu'ils doivent comprendre. Et il faut du temps pour qu'ils le comprennent. Et il faut une sélection d'élèves pour que justement chacun puisse travailler. Absolument. Et une sélection de professeurs. Et je crois que vous avez engagé dans votre école des professeurs qui sont aussi des metteurs en scène, Raymond Acquaviva. Absolument. C'est pas si fréquent. Non, mais parce que je trouve ça nécessaire. En plus, pour plusieurs raisons. Parce que les metteurs en scène ont le sens de la mise en scène. Donc ils ont le sens de l'acteur. Donc ils parlent à des acteurs toute la journée. Et en plus, ces metteurs en scène-là, en voyant des jeunes comédiens, ils sont susceptibles, et c'est ce qui se passe, de les prendre pour jouer dans les spectacles futurs qui vont monter. Donc c'est une pierre deux coups, et je trouve ça plutôt plus positif. Mais c'est assez particulier, vous êtes, je crois, que le seul à faire dans les écoles de théâtre. Je pense. En tout cas, c'est quelque chose qui devrait vraiment s'aimer, parce que c'est nécessaire de se confronter avec un metteur en scène, et surtout... Je pense que c'est la Comédie Française qui m'a appris ça, parce que à la Comédie Française, vous jouez avec des metteurs en scène complètement différents les uns des autres, et vous devez être malléable. Pour moi, le metteur en scène, il est devenu, si vous voulez, vraiment le chef d'orchestre de l'orchestre. Et lui, il connaît toute la pièce. C'est lui qui amène le projet, c'est lui qui dit on va aller dans cette direction-là, et nous devons tous, les acteurs, aller dans la même direction. Et donc c'est un poste extrêmement important, et je pense que les médias, enfin que la population ne se rend pas compte de l'importance du metteur en scène sur un spectacle. Et surtout par rapport aux acteurs et aux futurs acteurs dont vous me parlez, eh bien le metteur en scène, les différents metteurs en scène vont leur apprendre à jouer différemment. Je dis n'importe quoi, Tartuffe, l'école des femmes, peu importe. Et souvent, il y en a qui viennent me voir en me disant j'étais dans la classe de machin, mais il m'a dit que Tartuffe c'était ça. Et je dis il a raison, mais moi je te dis que c'est ça. Donc il faut que tu ailles là. Mais alors ce qu'il m'a dit, c'est très important ce qu'il t'a dit. Tu dois le retenir, parce que peut-être que tu le joueras de cette manière-là, mais tu peux aussi le jouer de cette manière-là. Tu es un acteur. Voilà. Et vous êtes intransigeant, et je crois que Guillaume Gallienne raconte souvent une anecdote qui vous concerne, où vous l'avez repris en disant si tu fais ça ou tu rentres chez toi. Ah oui, enfin, alors il raconte cette histoire, mais alors moi c'est terrible, il a raison, parce que ça s'est certainement passé, mais vous savez, j'ai eu tellement d'acteurs, de jeunes acteurs qui sont devenus des stars, mais tellement que
au fond, les gens viennent me... Ah, bien sûr, Guillaume, je vois très bien qui c'est, il n'y a pas de lézard là-dessus, mais j'ai quelquefois des gens qui viennent me voir, qui disent « Bonjour, monsieur Acquaviva », et des jeunes femmes, enfin des femmes, et qui me disent ben, « Vous m'avez eu en 1981, j'étais... » Mais comment voulez-vous que je la reconnaisse? Ça fait 40 ans qu'ils sont passés. C'est impossible. Je la reconnais, je vois une femme qui a des enfants et tout ça. Elle est déçue, mais en même temps, elle peut comprendre. Bon, alors, des anecdotes comme ça, il y en a pas mal. Vous vous rendez compte que je m'en excuse à l'antenne, parce que c'est vrai. Mais j'ai dit la dernière fois à une interview que j'avais eu Isabelle Carré en tant qu'élève, et que je ne me souvenais pas de José Garcia. C'est passé à la télévision. Ça, et la présentatrice lui disait, alors il se souvient pas de vous. Non, mais le salaud, mais comment il se souvient pas de moi? Mais bien sûr, j'ai même été voir le café qu'il avait monté, etc. Bien sûr. Et oui, José, je suis désolé. Je sais que tu as été mon élève, mais tu as été noyé dans l'eau. Tu as dû te révéler en sortant de chez moi, parce que tu étais tellement gentil. Donc, je me souviens très bien de toi, mais je m'excuse d'avoir oublié de te nommer comme un de mes élèves. Je suis sûr qu'il vous a pardonné. On va maintenant évoquer l'argent de la vieille à travers la date du 1er février 2024. À tout de suite sur Sud Radio avec Raymond Acquaviva. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Raymond Acquaviva. On a parlé de vos débuts de la Comédie Française, de vos pièces, de votre école de théâtre, l'école Raymond Acquaviva. Et puis le 1er février 2024, vous voilà de nouveau metteur en scène au théâtre avec L'argent de la vieille. Genre, c'est moi qui suis ou cette jeune fille tangue? Oh, comtesse, enfin. Je boite. C'est de naissance. Amanda Lear, qui joue une vieille milliardaire qui offre une fortune à celles ou ceux qui le battront aux cartes, c'est ça, hein? C'est exactement ça. Elle est vraiment... Alors, c'est une pièce politically incorrecte, on va dire, mais que je trouve absolument nécessaire dans l'air du temps. En fait, il s'y dit des choses où le public fait « Oh !» comme ça, mais ça le fait rire. Et des choses que des proches n'auraient pas désapprouvé, ou Coluche non plus. Exactement. Donc c'est bien qu'on les mette un peu là sur scène maintenant, que ça revienne un petit peu ça. Et donc Amanda joue ce personnage de cette milliardaire richissimissime, on va dire, et qui joue aux cartes autour du monde, en France, en Italie, etc. Sa passion, c'est de ne pas perdre. Peu importe, même si elle perd 10 €, elle est furieuse. Mais là, elle joue des sommes colossales et elle a ce travers, c'est de jouer aux cartes qu'avec des gens pauvres. Ça ne l'intéresse pas de jouer avec des riches, elle joue qu'avec des gens pauvres. Alors, vous allez me demander pourquoi elle joue avec des gens pauvres. Je pense qu'elle tire un malin plaisir à les regarder perdre. Mais en même temps, elle dit dans la pièce, je ne leur fais jamais payer la première partie, je leur donne l'argent pour jouer. Après, c'est eux qui veulent continuer à jouer. Mais moi, elle se dédouane comme ça. Mais voilà. Donc, c'est un personnage qui est pas gentil, mais qui ne pouvait être joué que par Amanda Lear. Parce qu'elle a cette verve, cette folie. Parce qu'elle a cette verve, cette folie, cette empathie, elle déclenche la sympathie du public et elle a une manière de dire les choses qui sont les pires. Par exemple, elle va dire à un moment donné, vous avez passé un extrait, mais juste après ça, elle dit à cette jeune fille qui boite, tu devrais faire au lieu de servir, ça doit t'handicaper, tu devrais faire le trottoir. Et la jeune fille dit, mais quand même. Elle dit, tout de suite, susceptible. Mais non, un pied dans le caniveau, un pied sur la route, et comme ça t'équilibre. Un pied sur le trottoir, un pied dans le caniveau, ça t'équilibre. Mais qui peut dire ça quand même? Ce que faisait Francis Blanche quand il a passé le bac, il a dit à son père, si je le réussis, je serai sur le trottoir, si je ne réussis pas, je serai dans le caniveau. Il avait un pied dans le caniveau, un pied sur le trottoir. Donc voilà, c'est une personnalité, Amanda. Et au départ, d'ailleurs, Bette Davis a joué l'adaptation au cinéma de L'argent de la vieille, qui est un texte italien, et c'était un film de Comencini, qui a eu beaucoup de succès. Oui, qui a eu beaucoup de succès. Il y avait Bette Davis, il y avait Alberto Sordi, il y avait Silvana Mangano, donc Joseph Cotten. Voilà, ça c'était avec des gros acteurs. Mais alors,
on a d'abord essayé de jouer l'adaptation de la pièce qui avait été faite d'ailleurs par une femme qui avait fait une très très belle adaptation et donc mais le texte, si vous voulez, était un peu la traduction du texte italien des années 70. Donc il n'était plus en prise avec l'événement et j'ai demandé à ce moment-là à Jean Franco et à Guillaume Mélanie qui avaient fait les 2 premières pièces, la première pièce qu'a joué Amanda, Panique au ministère, et la seconde que j'ai fait avec elle aussi, qui s'appelait La candidate, écrite par Mélanie et Franco. Je leur ai demandé de refaire l'adaptation et du coup le vocabulaire s'adapte extrêmement bien à Amanda. Alors la partie de cartes justement qui est dans cette pièce, elle est liée à une chanson. On fait une petite belote et puis ça va. Tout le reste c'est de la gnognotte. Une partie de belote par Arletty. C'est vrai que c'est une chanson. Et ça c'est c'est pas dans Fric Frac? C'est exactement. Ah, et Mistinguett a fait cette chanson, Andrex l'a faite aussi. Et c'est vrai que la belote, c'est le jeu qui est joué. Alors, je sais que la belote est apparue en 1914 dans les cafés pendant la guerre. Ouais. Elle s'est développée ensuite et on ne connaît pas son origine. On pense qu'il s'agit d'un monsieur Belot qui a créé ce jeu. Ah ben voilà, j'apprends des choses. C'est un grand mystère. Et c'est vrai que la belote, vous jouiez à la belote pour mettre en scène ce spectacle? Alors, non, parce que, c'était compliqué à la fois. Enfin, ils ont appris, pas Amanda. Alors Amanda, non, mais je lui disais, bon, tu poses cette carte après que Marie ait posé la sienne, tu poses la tienne. Comme ça, le problème est réglé. Mais il y avait 2 joueurs de belote quand même sur le plateau. Oui. Les 2 garçons savaient jouer à la belote, moi un petit peu. Mais on a pris conseil avec un joueur de belote qui savait très bien faire ça. Mais on ne pouvait pas décemment vraiment jouer à la belote parce qu'il y avait le texte à mettre au milieu. Donc on a fait une espèce de mixage entre la belote vraiment et le texte qu'on avait à dire. Et la mise en scène a été très compliquée parce qu'il y a un rythme fou dans cette pièce. On passe d'un décor à l'autre. Vraiment, à quoi il va. Oui, puisqu'il y avait 2 endroits. Il y avait le jardin et l'intérieur de la maison. Le salon de la comtesse, oui, c'est ça. Et donc, comment faire pour passer? Donc, on a fait un décor qui est très beau. Il est très beau, le décor. Le décorateur, vraiment, était formidable. Le décor était très beau. Nicolas Delas, il s'appelle. Et donc, on avait le salon de la comtesse qui occupe l'espace. Enfin, je vais dire, qui occupe l'espace à droite. Je ne vais pas employer les termes techniques, jardin-court. Qui occupe l'espace à droite, sur les 3/4 du terrain et du plateau, et le jardin qui occupe l'espace à gauche. Et donc, du coup, on pouvait, en baissant la façade, qui montre la maison, la façade de la maison, pouvoir jouer à la fois dans le jardin, à la fois un peu devant. Voilà, ça nous permettait de jouer dans les 2 lieux différents. Et il faut qu'Amanda Lear vous écoute, parce que je suppose que certains moments, elle a envie d'en rajouter, non, Marie-Moi Couilleva? Alors, eh bien, non. Incroyable. Amanda Lear, depuis 2009, date non pas là je l'ai connue avant, avec Dali, bien avant, mais depuis que je l'ai mise en scène, en 2009, pour Panique au ministère, est une hyper pro. C'est-à-dire qu'elle arrive le premier jour de la répétition, elle sait toute la pièce. Elle connaît toute la pièce, tout son texte, il est au rasoir, elle le sait. Donc, elle n'a plus qu'à attendre des indications du metteur en scène, auxquelles elle se plie avec une facilité déconcertante. Et vraiment, j'adore travailler avec elle, c'est vraiment. Alors ça a commencé de façon curieuse. Effectivement, un jour, c'est je crois Jean-Claude Camus qui vous propose de mettre en scène Panique au ministère avec Amanda Lear, qui n'était pas une star de théâtre. Non, pas du tout, elle n'avait jamais fait, jamais. Et je me souviens qu'elle me dit on va jouer 20 jours, hein, on va jouer. Non, mais au bout d'un mois, moi je vais en avoir marre. Hein, non, on va arrêter. On fait qu'un mois, etc. Raymond, il faut des micros. J'ai dit non, tu as une voix assez forte, tu n'as pas besoin de micro. Et on en reparlera dans un mois, à mon avis. Et après, le mois arrivant, elle me dit mais c'est déjà fini. Non, ça a continué évidemment. C'était un tel succès. On a joué dans 4 théâtres dans Paris pendant 1 an. C'est fou, hein. Parce que les producteurs
ne croyait pas que ça allait être un succès. Et Jean-Claude Camus, il a pris ça pendant 3 mois, et puis il avait, juste après, je crois que c'était La Cage aux Folles, il me semble, qu'il jouait, donc il s'est dit, il faut le mettre quelque part, on est allé à la Renaissance, à côté, on a joué encore 3 mois, il faut le mettre quelque part, on l'a joué aux Nouveautés, plus loin, il faut le mettre quelque part, et on est revenu au théâtre, un an après, au théâtre de la Porte Saint-Martin. Et surtout, vous deviez mettre en scène, mais pas jouer du tout un rôle dans cette pièce, Raymond Coiva. Et ça, pardon, mais comment vous le savez, ça? Parce que ça, personne ne le sait, ça, quand même. Je le sais. Vous n'étiez pas... Mais c'est pas possible, ça. Ça, personne ne le sait. Non, je ne devais pas, parce que j'estimais... Enfin, j'ai toujours été de ceux qui pensent que le metteur en scène doit faire la mise en scène et pas jouer dans la pièce. Et puis, on ne trouvait pas, et donc Camus, je me souviens à la lecture, j'avais lu le rôle pour je dis je vais chercher le ministre, et Camus me fait mais pourquoi vous allez le chercher? Je dis parce qu'il faut. Non mais c'est vous. Oh non mais je peux pas, j'ai jamais fait. Alors c'est la première fois que je fais une chose comme ça, jouer, mettre en scène. Le mettre en scène doit être extérieur, etc. Mais si c'est vous devez le faire, vous êtes très bien, etc. Vous allez le faire. Donc j'ai dit oui. Et j'ai le fait. Et bien m'en a pris d'ailleurs, parce que je me suis beaucoup amusé à le faire en même temps que de le mettre en scène. J'en reviens à L'Argent de la Vieille, où il y a la fille de Francis Perrin, Jeanne Perrin, qui fait des débuts très brillants. Absolument. Absolument. Et Jeanne Perrin était à l'école il y a 2 ans. Elle a fini ses cours, on est en 2024, en fin 2023 ou 2022. Voilà. Et donc, et j'ai fait des auditions, et donc... j'ai trouvé qu'elle avait toutes les caractéristiques pour tenir ce rôle de jeune fille insoumise, et boiteuse, etc. Donc, elle l'a fait très très bien, j'en suis ravi, et Francis aussi d'ailleurs. Alors, il se trouve donc qu'on est dans la grande salle du Théâtre Libre, il y a la Comédie Libre à côté, où vous avez monté un Cyrano très particulier. Alors, j'ai produit ce Cyrano, c'est pas avec Jean-Marc Dumontet. Mais je n'ai pas monté, c'est pas moi le metteur en scène, c'est un garçon qui s'appelle Romain Chénel, et qui a monté ça à 7 personnages, dont le spectateur choisit quel est l'acteur qui va jouer le rôle. Donc voilà, madame, qui va jouer Roxane? C'est ce monsieur avec la barbe. Ah bon? Et qui va jouer Cyrano? Cette petite jeune fille, là, très timide, etc. Donc, c'est vraiment quelque chose à voir. Ça marche très 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 bien, hein, vraiment très bien. Mais c'est vraiment quelque chose à voir parce que on efface tous les genres. Et d'un coup, la pièce de Cyrano, même si c'est un homme qui joue Roxane ou une femme qui joue Cyrano, elle marche à fond la caisse. Et ce sont des jeunes acteurs. Et tous, ce sont des jeunes acteurs, et tout le groupe est issu de mon école. Ils étaient à l'école il y a 2 ans. Voilà. Et maintenant, ils se retrouvent dans un théâtre à jouer. Car c'est aussi une de vos caractéristiques. Vous avez monté une compagnie, la compagnie Raymond Coiva, qui monte des théâtres en tournée pour les jeunes élèves. Absolument. Absolument. Je monte des spectacles. Et pas moi d'ailleurs que seul, des metteurs en scène viennent monter des spectacles avec la compagnie, et ces spectacles sont joués et partent en tournée. Mais ça, c'est nécessaire à une école. En fait, une école, c'est une ouverture sur le métier. Donc, si on arrive à prendre des élèves, à les accompagner jusqu'à la profession et à les rendre professionnels, c'est-à-dire qu'ils jouent, ils sont payés pour jouer, et voilà, donc c'est réussi, quoi. Voilà. Et votre compagnie a fait des petits, c'est-à-dire que les élèves qui ont ensuite ont créé d'autres compagnies, c'est presque une transmission permanente. Oui, c'est tout, c'est terrible. Effectivement, parce que c'est aussi quelque chose de l'école on crée des ateliers à l'école, on crée ce qu'on appelle des ateliers. Et c'est les élèves qui écrivent leurs pièces, qui montent leurs pièces et qui jouent leurs pièces. Et il nous faut un panel, évidemment ça passe par des sélections, hein. On sélectionne d'abord les scénarios, la manière dont ils les présentent, etc. Pas les scénarios, les pièces. Et puis après, ils peuvent les présenter une fois au Théâtre des Béliers. Donc au Théâtre des Béliers, ils jouent la pièce, et de ces pièces-là, il sort une pièce, et celle-là, l'année d'après, elle peut jouer 3 fois au Théâtre des Béliers en faisant venir vraiment des professionnels, etc. Puis après, elle peut s'aimer, et il la joue à Avignon. Donc... Non, mais c'est fou, après 40 ans de théâtre, la passion est intacte, Raymond Coiva. Oui, mais je pense que, mon cher Jacques, que les ans font
qu'on ne voit pas le passage des ans quand on est passionné. Et que cette passion-là me permet de me dire que maintenant, j'ai quand même 78 ans, et je me dis, mon Dieu, on me dit, arrête-toi Raymond, mais arrête-toi, profite de ta retraite, etc. Je ne saurais pas quoi faire de ma retraite. Je ne vais pas... Je suis un contemplatif, c'est vrai, j'adore les paysages, je suis corse, je suis né à Bonifacio, cette ville absolument sublime sur la mer, etc. J'habite là-bas, mais je ne pourrais pas rester un an comme ça, c'est pas possible. Donc, je ne sais pas. C'est comme Molière, je pense que je mourrai dans ma chaise de maladie imaginaire, mais voilà, ça retarde l'échéance de travailler. Eh ben, retardons-le le plus vite possible. Et puis, en revanche, précipitons-nous au Théâtre Libre pour voir donc L'Argent de la Vieille, mise en scène par Raymond Acquaviva, avec entre autres Amanda Lear. C'est à partir du mercredi à 21h. Et puis, en sortant, on prend des places pour aller voir le Cyrano. Oui, c'est à 19h. À 19h. On peut voir les deux le même soir. On peut voir les deux le même soir. Ça fait un puits de culture. Exact. Et on en a bien besoin. En même temps, un grand classique et en même temps, une comédie de boulevard. Voilà. Merci, mon cher Jacques. Merci à vous, Raymond Acquaviva. Les Clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.